Au XVIe et XVIIe siècle, la Bretagne connaît un véritable âge d'or grâce à la fabrication de toiles de lin et de chanvre. Cette production devient un élément décisif de la prospérité régionale, impliquant un grand nombre de personnes dans la culture, la transformation et l'exportation de ces textiles. La richesse générée par cette activité laisse d'importantes traces sur le territoire. Donc nous allons d'abord voir une industrie d'importance majeure. Les quatre grands secteurs toiliers en Bretagne, XVIe et XVIIIe siècle. La Bretagne se divise alors en quatre principaux foyers de production. À l'ouest, la région de Locronan constitue le cœur du chanvre où l'on tisse les voiles de bateaux et des sacs appelés hollones, destinés à contenir des marchandises du commerce international. Dans la région de Vitré, un autre foyer du chanvre s'y développe. On y produit les célèbres canevas de Vitré ou Noyal autour de la ville de Noyal, destinés à l'armement maritime. Au nord du Finistère, entre Morlaix et Landerneau, le Haut-Léon se spécialise dans le lin. On y fabrique des vêtements comme des chemises appelées craises ou créées, ainsi que du linge de maison. Enfin, à l'arrière de Saint-Brieuc, une autre zone dynamique de lin apparaît au XVIIIe siècle, notamment entre Lannion et Guingamp. Cette géographie correspond à la présence de zones de culture et de transformation de la plante, mais aussi de grands ports facilitant la diffusion sur les marchés locaux et également sur les marchés internationaux. Les quatre zones sont toutes connectées à la mer, qui est un atout essentiel. Le bord de mer offre des conditions climatiques et des sols riches favorables à la culture du lin, même si celle-ci se fait souvent au détriment des terres alimentaires. La proximité des ports permet aussi une exportation aisée. Il faut noter que les cultivateurs ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui transportent la plante. Les premiers tirent un intérêt immédiat de la culture et de la première transformation, avant de revendre le produit semi-fini vers l'intérieur des terres qui, elles, sont moins riches. On est tout de même en présence d'une chronologie mouvante. Le XVIe siècle, c'est le temps du chanvre. Les canevas de Vitré et de Noyal connaissent un grand développement dès le XVe siècle. L'Espagne, engagée dans les grandes découvertes, devient le principal déboucheur, car le lin y passe mal. Les Olonnes exportent également vers l'Espagne, notamment pour l'invincible Armada de Philippe II en 1588, évoquée par Cervantes. Des archives de la fin du XVIe siècle mentionnent des Olanas de Pundabi et des appellations cols comme Paul Davis du Royaume-Uni ou Bol Davis pour la Flandre. Au XVIIe siècle, on entre dans le temps des noyales pour le chanvre et des créés pour le lin. Le lin, d'abord secondaire, connaît un essor entre 1600 et 1680, grâce au marché anglais, surtout au marché de Londres. L'intérêt de l'Espagne pour ses colonies américaines ouvre de nouveaux débouchés, notamment pour le port de Cadix. Saint-Malo devient alors un centre d'exportation du lin. Le chanvre, en revanche, recule et devient associé aux usages industriels ou populaires. La guerre et les rivalités douanières, notamment en Hollande et en Angleterre, font perdre ces marchés à la Bretagne. Le protectionnisme et les droits de douane élevés entraînent un fort déclin, surtout pour le chanvre. Le marché anglais étant perdu à la fin du XVIIe siècle, les zones de production déclinent très rapidement. Le XVIIIe siècle marque alors le temps des Bretagnes. Période d'apogée pour le lin, le commerce reste très dynamique, notamment grâce à Saint-Malo, et atteint son sommet vers 1775, peu avant la guerre d'indépendance américaine. Nous pourrons passer maintenant à notre deuxième partie, un riche patrimoine toilier. Tout d'abord, le patrimoine est lié à la fabrication. Ce patrimoine n'est pas le plus spectaculaire, mais il demeure très présent dans les traces agricoles et techniques. Le rouissage, par exemple, consiste à faire macérer les tiges de lin dans des mares ou des étangs pour en libérer les fibres. Plusieurs outils témoignent encore de cette activité, la braie à lin pour le broyage, le teillage, travail familial qui sépare les parties huileuses. Nous avons également le peignage à l'aide de peignes à lin ou encore le rouet pour le filage. Le blanchissement se fait dans des candis, maisons à buée,
où l'on utilise l'eau chaude et la cendre des hêtres riches en potassium. Le fil est plongé, séché, puis exposé à la rosée, et cette opération est répétée plusieurs fois afin d'obtenir des toiles bien blanches. Ensuite, nous avons le patrimoine des marchands fabricants. Les marchands fabricants supervisent la production des toiles. On distingue trois catégories: tisserand, marchand fabricant et négociant. Le tisserand, c'est celui qui fabrique la toile. Le marchand fabricant fournit les matières premières et collecte les produits finis pour du coup les remettre aux négociants, qui eux sont chargés de la vente. Dans les régions urbaines, comme Quintin, Loudéac ou Uzel, les marchands fabricants coordonnent la production de toiles dites Bretagne et se font construire de somptueux hôtels particuliers. Dans les zones rurales du Haut-Léon, ils sont souvent des paysans aisés enrichis par la toile, possédant des maisons mixtes, habitation et bétail à l'intérieur de la maison. Garnie de meubles de qualité, cette richesse reste tout de même localisée à la campagne. Enfin, nous avons un patrimoine lié à la commercialisation. Les grands ports comme Morlaix ou Saint-Malo conservent un patrimoine original lié au commerce des toiles. On trouve notamment des sablières, pièces de bois horizontales décorées de scènes de vie marchande insérées dans les charpentes d'églises ou de maisons. Les maisons à pans de bois des marchands sont typiques. Elles possèdent une armure de bois montée au sol puis levée, complétée par du torchis. Ce mode de construction rapide, mais environ 6 mois, est économique. Permettait de bâtir des habitations hautes sur de petites parcelles, le rez-de-chaussée servant de boutique et de stockage et l'étage servant d'habitation. Certains marchands bretons cherchent à imiter le mode de vie aristocratique, ce qui se reflète dans leur demeure. La Bretagne connaît aussi la particularité de la noblesse dite dormante. Un noble qui travaille perd temporairement son titre, c'est une dérogeance, mais il peut le récupérer en cessant son activité. Enfin, la prospérité commerciale se traduit par d'autres formes de patrimoine. Les hôtels particuliers des armateurs malouins et les églises rurales, richement décorées des enclos paroissiaux, véritables symboles de l'ostentation religieuse et économique de l'époque.